Mesdames et messieurs, bonjour. En février 2022, les Nations Unies se sont lancées dans une aventure très ambitieuse, celle d'adopter sur une période de 2 ans seulement un traité mondial contre la cybercriminalité. Alors ce projet de convention a suscité immédiatement de nombreuses réserves. C'est un projet qui a été initié par la Chine et la Russie. Et de nombreux pays, notamment des pays membres de l'Union européenne, dont la France, se sont interrogés quant à la nécessité d'un tel traité. Alors, dénonçant pour certains un agenda caché de la part de la Russie, leur principale préoccupation est double. Premièrement, ils font valoir que la création d'un traité des Nations Unies contre la cybercriminalité risque de fragmenter la lutte contre la cybercriminalité en raison notamment de l'existence d'autres instruments clés dans le domaine et en particulier de l'existence de la fameuse Convention de Budapest de 2001 du Conseil de l'Europe qui est dédiée à la cybercriminalité et que donc, in fine, cet instrument des Nations Unies pourrait affaiblir cette Convention de Budapest. Deuxièmement, ces mêmes États mettent aussi en garde contre le risque potentiel que des pays autoritaires tentent de transformer cette future convention des Nations Unies contre la cybercriminalité en un traité de contrôle de l'information avec des dispositions qui seraient dangereuses pour les libertés et les droits de l'homme, notamment pour la liberté d'expression et la protection des données personnelles. Alors, aujourd'hui, après 3 sessions en 2022, les négociations sont entrées en 2023 dans une phase cruciale. Pourquoi? Parce que nous entrons dans la phase de la rédaction, à proprement parler, de cette convention. C'est ainsi qu'au mois de janvier de cette année, à Vienne, des centaines de délégués de plus de 150 États se sont réunis au sein du comité ad hoc des Nations Unies pour discuter des 3 premiers chapitres de la convention. Et dans à peine 5 jours, à partir du 11 avril, les États se retrouvent de nouveau à Vienne pour négocier cette fois-ci les 5 derniers chapitres de la Convention, avec pour objectif une adoption finale de cette Convention en 2024. Alors, l'avancée très rapide des négociations jusqu'à présent ne doit pourtant pas occulter les nombreuses divergences qui opposent les États, en commençant par les objectifs et la portée même de cette Convention. Les États divergent ainsi sur le titre même de cet instrument, tandis que certains États, notamment les pays occidentaux, souhaitent adopter une convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. La Russie, le pays donc qui a lancé ce processus, propose que la convention soit nommée Convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. Titre qui est, comme on le voit, particulièrement large, avec une terminologie ouverte et relativement vague, ce qui soulève de ce fait de nombreuses craintes. Les désaccords sont tout aussi nombreux en ce qui concerne les 2 piliers principaux de la Convention, à savoir, d'une part, l'identification des cybercrimes, c'est quoi un crime cyber, et d'autre part, les mécanismes internationaux de coopération que cette Convention devrait mettre en place, et qu'il s'agisse de l'échange de preuves électroniques, de l'accès international à des données situées sur le territoire de pays tiers, ou encore des obligations de coopération des acteurs privés au titre de cette Convention. Pourtant, et en dépit de ces controverses et des nombreux risques d'instrumentalisation de cette Convention par les pays autoritaires, la réalité est que la cybercriminalité coule actuellement encore des jours heureux. Elle ne connaît pas de frontières et une coopération internationale renforcée semble essentielle pour la combattre. Alors, Emmanuel Kessler, vous êtes chef de l'équipe prévention et sensibilisation au sein de l'EC3, le Centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. Quels sont, selon vous, actuellement les enjeux de la lutte contre la cybercriminalité du point de vue opérationnel et de l'enquêteur? Merci Karine. Tout d'abord, quelques mots sur mon... Bon, je travaille en effet actuellement à Europol, au sein de C3, le Centre de lutte contre la cybercriminalité de l'agence. Donc auparavant, j'ai travaillé en France, je suis commandant de police, et donc j'ai travaillé au sein de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Ça fait maintenant 12 ans que je suis ces questions d'enjeux, d'investigation numérique et de lutte
contre la cybercriminalité, notamment en termes de coopération internationale. Alors, les enjeux, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être un peu le porte-voix de ces acteurs de l'investigation numérique par rapport à ces grands textes, ces grands ensembles de négociations que nous connaissons, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, de la Convention de Budapest, que je connais bien, que ce soit au niveau du traité des Nations Unies, donc qui est un processus qui a été lancé plus récemment. Tout d'abord, au niveau des enjeux, je vais déjà rappeler ce qu'est une investigation numérique. Je vais essayer de vous asseoir un peu dans le siège de l'enquêteur, voir comment ça se passe. Le problème d'une cyberattaque, dès qu'elle a lieu, déjà, donc il faut déjà l'identifier, en prendre connaissance, être associé, quand on est l'enquêteur, sur les premiers instants de cette cyberattaque. Les acteurs de cybersécurité vont intervenir pour remédier, pour réparer, pour bloquer. L'enjeu pour l'enquêteur, c'est d'être associé aussi à ses collègues de la cybersécurité pour prélever les preuves sur les contenus numériques qui ont été attaqués. En fait, c'est la scène de crime numérique. L'objectif pour nous, c'est, avant la remédiation, de pouvoir récupérer toutes les informations qui vont nous permettre d'identifier les cyberattaquants qui se cachent derrière l'attaque. La cybersécurité travaille sur l'attaque. L'enquêteur en cybercriminalité, lui, va chercher à travailler sur des individus qui sont derrière les attaques. Donc cela, c'est une approche complémentaire en termes de sécurité du numérique, mais qui fait appel à des besoins, à un prisme, à des considérations qui vont être un peu différentes. Partant de là, l'enquêteur va devoir avoir accès à cette information. Il va devoir faire identifier des adresses IP, il va devoir faire identifier les utilisateurs donc de comptes. Donc, il va lancer une première série de demandes d'informations qui vont être adressées au niveau international. Les informations, elles sont au niveau international, comme nous le savons. La cybercriminalité est internationale, tout le monde en est convaincu. Alors, parfois, les attaquants, ils peuvent être français, ça peut arriver. Seulement, ils vont utiliser des moyens à l'étranger. Ils vont utiliser des serveurs à l'étranger. Ils vont être en connexion avec des complices à l'étranger. Donc, on est d'emblée sur une logique internationale. On a cette problématique de l'accès à l'information, de l'information d'identification des utilisateurs de compte, des données de trafic, c'est essentiel pour nous. Qui a appelé qui, à telle heure, à tel endroit. Pour nous, en termes d'enquête, c'est essentiel. Les données de contenu, qui ont une dimension de liberté publique un peu plus prononcée, c'est très clair, sont essentielles pour nous dans la matérialisation de la preuve ensuite, lors du processus judiciaire. Alors, il va adresser cette première série de requêtes aux entreprises, parce que le secteur privé a ces informations en règle générale. Ça prend du temps. Ça peut prendre, quand c'est en national, c'est un peu plus rapide, mais quand c'est au niveau international, en fonction du partenaire, même s'il y a des dispositifs qui existent, ça peut prendre quelques semaines, voire plus. Sur l'enquête pour tout ce qui est commission régulatoire internationale, ça peut prendre des mois. Alors, une fois que vous avez eu votre première identification, ah bah oui, mais il faut une deuxième série d'identification, troisième série, et ainsi de suite, et cela prend beaucoup de temps. C'est là véritablement l'enjeu, un premier enjeu d'accès aux données pour l'enquêteur. L'autre enjeu pour l'enquêteur au niveau international, ce sera bien sûr les problématiques d'anonymisation. Les cybercriminels maintenant, même les plus nuls en maths, savent utiliser le chiffrement, très clairement. Donc on a vu ce phénomène se développer au cours des dernières années. C'est un challenge pour les forces de l'ordre. On y parvient au coup par coup. Il y a des configurations très diverses d'enquête. On travaille de manière à être de plus en plus efficace sur ce défi, mais c'est une question globale pour les forces de l'ordre. On a au sein d'Europol une plateforme de déchiffrement qui permet d'aider vraiment les grosses enquêtes. Je sais que les collègues français y travaillent beaucoup aussi à leur niveau, mais c'est une priorité pour nous également. L'enjeu, c'est l'intelligence artificielle, car ça prend forme.
Sur une grosse enquête soutenue par Europol, on peut avoir jusqu'à 500 millions de messages à gérer. Alors 500 millions de messages qui ont fait l'objet d'échanges entre des cybercriminels sur toute une série de smartphones, sur tout un réseau, c'est énorme. Vous travaillez dessus pendant des mois. Alors vous pouvez réquisitionner 40 enquêteurs dans un open space, les faire travailler, les ravitailler avec de la pizza et des bières, ça ne va pas suffire. On a besoin très clairement d'avoir cette capacité de machine learning, de traitement de l'information, donc d'intelligence artificielle, qui va nous aider à automatiser nos tâches de vérification. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose une intelligence artificielle aveugle. Non. Il s'agit en fait d'avoir une capacité d'automatisation avec un regard humain au final qui va évaluer le résultat d'intelligence artificielle. C'est bon, ça tient la route ou pas. Donc ça, voilà, c'est en première présentation, voici les premiers enjeux de l'enquête aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, ce qui est quand même assez curieux finalement, c'est qu'on comprend bien ces enjeux de l'enquête aujourd'hui dans la lutte contre la cybercriminalité. On sait que les États ne sont pas égaux à cet égard. Certains États ont développé déjà des processus plus ou moins développés. Certains États semblent très réticents aussi. La Russie est souvent accusée d'héberger des groupes de cybercriminels et finalement d'être une sorte de havre de paix pour ces groupes cybercriminels qui parfois peut-être agissent, on ne sait pas exactement, pour le compte de la Russie. Et donc c'est assez étonnant finalement de voir que c'est la Russie qui initie ce processus au sein des Nations Unies. Et la Russie a d'ailleurs été extrêmement influente. Elle n'a pas simplement initié ce processus au sein des Nations Unies, elle n'a pas simplement poussé l'Assemblée générale à adopter cette résolution, donc donnant mandat à ce comité ad hoc pour négocier cette convention. Elle est même allée, la Russie, jusqu'à présenter un propre projet de convention des Nations Unies de lutte contre la cybercriminalité. Alors, ceci étant dit, et la question qui interpelle toujours, c'est un peu pourquoi la Russie fait cela, quelle est son influence, quel impact cela peut avoir sur la Convention de Budapest. Alors, il est vrai que cette influence de la Russie, au début, elle semblait énorme. La Russie semblait extrêmement prête dans ces négociations. On sentait qu'il y avait une diplomatie russe qui avait énormément travaillé dans ce cadre. Et puis, cette influence de la Russie semble avoir commencé à décliner, et notamment après son invasion de l'Ukraine. Parce que, comme vous le savez, hasard du calendrier, peut-être, eh bien, la première session de négociation de l'ONU à New York débute le 28 février 2022, soit 4 jours seulement après l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Et donc, sans surprise, eh bien, la guerre, évidemment, s'est immiscée dans le débat, notamment, comme on l'imagine, les États occidentaux, mais d'autres aussi, ont exprimé leur soutien à l'Ukraine et ont fermement condamné l'agression de la Russie comme une violation majeure de la Charte des Nations Unies. Et ils n'ont pas manqué de souligner à quel point il est difficile de négocier avec un État, la Russie, qui a l'initiative de cette convention contre la cybercriminalité, mais qui non seulement viole toutes les règles fondamentales du droit international, en commençant par l'interdiction de l'agression, mais qui, de plus, dans le cadre de cette agression, lance toute une série de cyberattaques. Alors, ceci étant dit, la vision russe de ce processus n'a pas non plus perdu tout son soutien. Le projet de convention de la Russie a été présenté, comme on l'a dit, comme un projet conjoint avec la Chine. Et puis, derrière, l'initiative russe a bénéficié du soutien de nombreux États, notamment l'Inde et d'autres pays encore. Donc, il semblait quand même, et j'aimerais avoir votre opinion à cet égard, il semblait quand même qu'à l'origine, les objectifs de la Russie étaient peut-être à la fois d'affaiblir la Convention de Budapest, de redorer aussi son image sur la scène internationale. De votre point de vue, donc, Emmanuel Kessler, quels sont les risques que font peser ces négociations sur la Convention de Budapest et comment peut-être vous imaginez la position russe? Alors, Europol est une agence vraiment
positionner au niveau de l'opérationnel en termes de lutte contre la cybercriminalité. Me lancer sur une évaluation, je dirais, plus diplomatique des choses sera peut-être moins mon cœur de métier. Toutefois, ce que je peux observer, c'est que alors j'ai travaillé auparavant dans mes fonctions antérieures, en France notamment, sur ces questions de coopération internationale. Donc cette idée d'avoir un texte à l'ONU n'est pas nouveau. Il remonte à déjà quelques années. C'est un processus qui est un peu plus ancien, qui s'est concrétisé beaucoup plus clairement, je dirais, ces dernières années. On est vraiment sur une question, en effet, de géopolitique de l'espace digital. C'est un fait, on peut le rappeler. Entre une organisation, je dirais, une organisation de la sécurité de l'espace digital telle qu'elle est envisagée, je dirais, au niveau, on va dire, grosso modo, déjà transatlantique, hein, mais pas seulement. La Convention de Budapest est justement l'élément qui va réglementer, encadrer cette coopération judiciaire, cette coopération contre la cybercriminalité, alors en Europe, Amérique du Nord, mais également avec des partenaires qui vont être beaucoup plus lointains, avec des pays asiatiques, avec des pays d'Amérique du Sud. Des pays africains commencent à la rejoindre de plus en plus, donc ça commence à devenir un peu plus global. Toutefois, elle est considérée par donc la Russie, la Chine, comme une convention régionale. C'est là où c'est un long débat, ça peut se discuter, on est sur du débat un peu politique aussi. Ce que j'observe toutefois, c'est que les critères de la Convention de Budapest, et bon, il y a 67 pays qui l'ont signé et ratifié, mais c'est quand même près de, bon an, mal an, 150 pays qui appliquent d'une manière ou d'une autre les standards de la Convention de Budapest, sans toutefois être adhérents au final. Donc, il y a quand même une approche qui est solide sur bien des plans. On pourra en reparler ultérieurement. Après, voilà, on est vraiment ici sur une tentative, je dirais, une volonté de certains de réorganisation de l'espace global. La grosse inquiétude des services d'enquête dont je fais partie était qu'un nouveau texte vienne perturber l'existant. La coopération internationale, ce n'est pas toujours facile. Ce qu'on a réussi à construire jusqu'à présent, l'objectif, nous, en tant qu'enquêteurs, était de garder nos capacités de travail à ce niveau-là. Au départ, on était un peu sceptique, bien sûr, sur cette convention des Nations, enfin, sur ce processus des Nations Unies. Jusqu'où ça va nous amener? Est-ce que ça ne va pas perturber, retarder nos efforts au niveau international? Parce que c'est un processus qui peut être compliqué. Il y a eu des choses qui ont été construites, il y a eu des points qui ont été discutés jusqu'alors. La volonté, visiblement, jusqu'à présent, semble être au niveau des négociateurs diverses de vouloir véritablement créer vraiment des cadres qui soient concrets, qui apportent un soutien concret à la coopération internationale. L'avenir nous le dira au terme du processus. Merci, merci Emmanuel. Alors, effectivement, comme vous l'avez bien souligné, ce qui est finalement assez intéressant, c'est que alors qu'on peut avoir des craintes de divergence fondamentales entre ce texte de l'ONU et la Convention de Budapest, et aussi des craintes que les pays finalement se détournent de la Convention de Budapest, ce qui est finalement assez intéressant, c'est de voir qu'au contraire, finalement, la Convention de Budapest reste extrêmement attractive, puisque depuis le début du lancement des négociations au sein des Nations Unies, eh bien, on voit que de nombreux États ont rejoint la Convention de Budapest, et des États qui ne sont pas des États européens. Et ça, c'est peut-être un point extrêmement important à souligner, dans la mesure où l'un des points forts avancé par la Russie et la Chine, était de dire la Convention de Budapest, c'est une convention finalement de pays occidentaux, c'est pour les Européens, et puis ensuite elle est vieillissante, elle est de 2001,
etc. Or, ici, donc, finalement, on a quand même ici quelque chose qui est très intéressant. La Convention de Budapest est en train de nous montrer que ce n'est pas simplement une convention d'États européens occidentaux, puisque là, d'ailleurs, très récemment, on a le Nigeria, le Brésil, qui ont rejoint la Convention du Budapest. On sait que d'autres États africains vont suivre dans les semaines et les mois qui vont venir. Et par ailleurs, pendant le début de ces négociations, la Convention de Budapest a été capable aussi d'adopter ce fameux protocole 2, dont on attend beaucoup, qui finalement modernise très largement la Convention de Budapest, puisque ce protocole 2 donc, est consacré à l'échange de preuves électroniques. Et je pense que là, on a un effort de modernisation tout à fait extraordinaire à cet égard. Alors, le protocole additionnel, j'ai eu le plaisir de participer à ces négociations. À l'époque, j'étais dans la délégation française. Le protocole additionnel de Budapest vise véritablement à adapter la Convention de Budapest par rapport aux réalités du cloud. Ça a été vraiment très... c'était nécessaire. Il fallait parvenir à ce changement. Ça va faciliter la coopération, indéniablement. Dans quelle mesure? Il y a des mesures qui vont dissiper l'instabilité juridique de certaines coopérations au niveau des acteurs. Certains services n'étaient pas autorisés par leurs autorités à émettre des réquisitions, par exemple. Donc là, ça va vraiment dissiper l'instabilité juridique dans le rapport entre un service d'enquête et une entreprise qui va détenir l'information. Ça va aussi limiter essayer de limiter les cas de non-réponse. Il faut savoir que quand un enquêteur adresse une demande d'information à une entreprise, parfois avec certaines entreprises ça marche très bien, avec d'autres ce sera plus compliqué, avec d'autres ce sera vraiment plus compliqué. Certaines vont nous dire envoyez une commission rogatoire internationale, et pour identifier une adresse IP, si vous devez envoyer une série qui va prendre 4 à 5 mois, je vous laisse imaginer l'impact sur l'enquête. Donc la Convention de Budapest, le protocole additionnel va essayer d'encadrer un peu ce processus d'accès à l'information. S'il n'y a pas de réponse, on pourra impliquer les autorités du pays où se trouve cette entreprise qui vont essayer de faciliter l'obtention de cette information, toujours dans un cadre judiciaire, dans un cadre de coopération. Il y a aussi des mesures d'urgence en cas d'urgence vitale, donc où là, on pourra s'adresser aux autorités du pays et on pourra avoir l'information le plus rapidement possible. Donc là, véritablement, il y a une avancée. Alors, je vous dirais très, très sincèrement, en tant qu'enquêteur, parfois, on souhaiterait avoir une information pouce-bouton. Parfois, on a un peu du mal à comprendre qu'il faille 30 jours pour obtenir une donnée d'identification d'un abonné sur une adresse IP ou sur un compte. Techniquement, ça va être assez simple. Mais bon, après, c'est une question de négociation internationale. La donnée est un enjeu de souveraineté, est un enjeu politique également. Tout le monde est d'accord pour lutter contre les pédophiles en ligne. Toutefois, le contrôle des données des serveurs qui se trouvent sur votre territoire, là, les États donc entendent garder aussi des dispositifs d'un certain niveau de contrôle par rapport à ces données. Merci beaucoup à cet égard. Donc, vous venez de citer, par exemple, la question de la lutte contre la pédopornographie. Donc, on sait que la Convention de Budapest a identifié un certain nombre de crimes cyber. Et dans le cadre des négociations actuellement au sein des Nations Unies, l'une des questions, l'un des enjeux majeurs, c'est effectivement la liste des infractions pénales qui vont être incluses dans la future Convention des Nations Unies. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque nous sommes arrivés à Vienne au mois de janvier, eh bien, le projet de Convention des Nations Unies incluait pas moins de 28 infractions pénales, donc dans le document de négociation, auxquelles se sont ajoutées encore 2 autres infractions pénales qui ont été donc proposées à Vienne durant les négociations au mois de janvier. Cependant, et c'est là où on voit vraiment les grands enjeux, de nombreux États se sont opposés à la grande majorité de ces infractions pénales. Et ici, finalement, on voit quelque chose se dessiner, c'est-à-dire que tous les États semblent d'accord pour dire que la Convention des Nations Unies devrait inclure les crimes dits cyberdépendants.
c'est-à-dire donc des crimes qui n'existeraient que ou qui ne peuvent pas exister sans les systèmes des technologies de l'information et de la communication, comme par exemple l'accès illégal à un système informatique. Et donc ce sont 5 crimes cyberdépendants. En revanche, ensuite, les États s'opposent pour la question de savoir si on devrait aller au-delà et inclure dans la Convention des Nations Unies des crimes qui ne sont pas des crimes cyberdépendants, qui peuvent être commis aussi bien dans le monde physique qu'à l'aide d'éthique, par exemple le trafic de drogue, le trafic d'armes, la distribution illégale de médicaments contrefaits, le blanchiment d'argent. Ce sont des crimes, si vous voulez, qui peuvent être commis dans le monde physique, sans l'utilisation d'éthique, mais qui peuvent aussi être commis à l'aide d'éthique. Et parfois, il est clair que les technologies de l'information et des communications facilitent la commission de ces crimes. Et donc, c'est dans cette seconde catégorie, c'est là où on a, je dirais, 23 crimes, en quelque sorte, c'est dans cette deuxième catégorie qu'on a de nombreuses polémiques. Par exemple, les États occidentaux se sont fermement opposés aux efforts, notamment de la Russie et de la Chine, mais aussi d'autres États, pour introduire certains crimes dits de contenu. Par exemple, l'incitation à des activités subversives, les infractions liées à l'extrémisme, le terrorisme. Alors pourquoi ? Bien parce qu'il n'existe pas de définition internationalement reconnue de ces crimes, et ces termes pourraient facilement être détournés par des régimes autoritaires, afin par exemple de poursuivre des opposants politiques, des journalistes et autres. Néanmoins, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité tout à l'heure la pédopornographie, est-ce que vous pensez, Emmanuel Kessler, qu'il faut donc rejeter de la Convention des Nations Unies toute inclusion de crimes non cyberdépendants? Est-ce que l'on pourrait essayer quand même d'ouvrir un peu la liste des crimes à des crimes non cyberdépendants, et je pense notamment par exemple à la pédopornographie. Qu'en pensez-vous ? Alors en effet, le champ de la cyber... Alors déjà, on part souvent du principe qu'actuellement, 80% de la criminalité a un lien numérique. Un criminel qui utilise un smartphone, c'est bon, on va devoir accéder à ces informations. Donc là, très clairement, c'est un problème global. Après, la cybercriminalité, en termes de définition, il n'y a pas de définition absolue. Il y a différentes définitions, mais il y a des grands principes. Vous avez tout d'abord, en termes de si on doit la catégoriser et si on doit faire une typologie, vous avez la criminalité, la cyber dependent crimes, où là vous avez les cyberattaques, les botnets, rançongiciels, malware, phishing. On a tout ce type d'infraction, donc qui est le cœur, ce qu'on voit classiquement comme le cœur de la cybercriminalité. Vous aurez aussi ensuite, en effet, la criminalité, la cybercriminalité par vecteur. Il y a toute la cybercriminalité d'ordre, on va dire, financière. La fraude en ligne, c'est un énorme domaine. Actuellement, les rançongiciels sont très emblématiques, car les rançongiciels ont aussi une dimension d'ordre un peu politique. Les rançongiciels impactent les entreprises de plus en plus, avec, ça peut bloquer, ça peut causer beaucoup de dégâts. Toutefois, en termes d'impact financier, la fraude en ligne coûte aussi énormément cher. Elle impacte les entreprises, l'arnaque-au-président par exemple, elle va impacter les consommateurs que nous sommes. C'est les messages que l'on reçoit à longueur de boîte mail, on se demande parfois comment ça arrive là. Mais donc on a toutes ces infractions de fraude en ligne, de scams, ce qu'on appelle les scams en anglais, où là, véritablement, il y a énormément de choses à faire. Alors, au niveau des Nations Unies, de ce que j'en sais, il y a quand même plutôt un consensus sur les cyberattaques, sur le fait de les intégrer dans le champ d'un traité. On discute sur la fraude en ligne.
C'est quand même assez délicat pour un État de s'opposer à la lutte sur la fraude en ligne au niveau international. Bon, c'est quand même un besoin, enfin quelque chose qui est quand même entendu si on raisonne à l'échelle de l'OMC ou autre. Sur les atteintes aux mineurs en ligne, on peut espérer, sans être devin, on peut espérer des avances parce que c'est un sujet qui fait quand même relativement consensus. Toutefois, là encore, Europol n'est pas une agence de négociation. Nous, on observe ce qui se passe, on suit de près ce processus donc, à l'ONU, car ça peut impacter notre coopération internationale. Toutefois, on ne prend pas part directement à cette négociation. Après, de manière plus large, sur les autres types d'infractions, ce sera plus on élargit, plus ça va devenir difficile, je pense. Les infractions de contenu, objectivement, arriver à un consensus international, ça paraît peu probable. Quelle est la définition du terrorisme ? Qu'est-ce qu'on considère comme groupe terroriste ? En regardant une carte et le globe, vous vous rendrez compte qu'il y a des nuances entre certains États. Bon, c'est question très complexe. Donc, arriver à un accord sur notamment les contenus de lutte contre le terrorisme, contenus de haine ou d'autres, ça reste très, très difficile. Tout du moins, on verra l'issue. Mais bon. Voilà, ce serait, au niveau de l'opérationnel, mon attente, c'est véritablement que ces grands chapitres, ces grandes catégories d'infractions, cyberattaques, fraude en ligne, infractions mineures, soient prises en compte. Je pense que ce serait déjà un premier progrès. Merci beaucoup. Et effectivement, il faut rester sans doute extrêmement vigilant sur l'identification de ces crimes et notamment de la question de ces crimes de contenu. Parce qu'on pense par exemple, vous voyez, à l'enjeu de la diffusion des fausses informations. On sait que la Chine a proposé un article spécifique donc, sur la diffusion de fausses informations comme une infraction au terme de la future convention des Nations Unies. La Chine l'a fait d'ailleurs de façon assez habile pendant le cycle des négociations à Vienne. Et il semble, vous voyez, et ça c'est assez intéressant, parce que d'un côté on peut accuser la Chine d'avoir un agenda caché à cet égard, mais d'un autre côté, tous les États sont confrontés aujourd'hui à l'enjeu de la diffusion de fausses informations, de fausses nouvelles. Pour les États démocratiques, c'est aussi un enjeu. Et donc, c'est un enjeu extrêmement complexe. On ne peut pas accuser non plus la Chine d'avoir simplement un agenda caché, puisqu'on y est tous. Et il est clair, vous voyez, nous avons nous-mêmes adopté au sein de l'Union européenne un code de bonne conduite à cet égard. Et donc là, il y a parfois des difficultés à se positionner parce que c'est très difficile, peut-être aussi pour les pays européens, de dire ben non, pas de fausses informations, pas de crimes de fausses informations dans la Convention des Nations Unies, avec la Chine et d'autres pays qui vont nous dire pourquoi pas, puisque vous le faites vous-même. Vous avez vous-même criminalisé ce genre de... Et donc là, les négociations sont difficiles parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire ben, on ne vous fait pas confiance, et c'est très compliqué dans une négociation diplomatique de dire ben, finalement on ne se fait pas confiance, fondamentalement. Mieux peut-être que c'est la solution. Sur les infractions de contenu, ça reste on est sur un domaine politique, on est sur un problème de relation à État, Bon, alors, infraction de contenu, attention, je ne parle pas de la pédophilie en ligne, où là, les choses sont quand même beaucoup plus claires, sinon très, très claires. Après, il y aura des nuances sur certains types de contenus à moitié dessin animé, mais c'est une autre... je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Sur de contenus de type, je dirais, expression violente, degré d'expression violente, en effet, en termes de négociation, c'est une difficulté. On est sur du registre politique, on est sur des rapports de force entre États, entre ensemble, très, très, très clairement. Où là, j'observe que ce sera beaucoup plus délicat. Sur du contenu de terrorisme, on aura peut-être quelques premiers critères d'évaluation, mais après... La radicalisation,
Là, on rentre sur des contenus qui vont être un peu plus dans la zone grise, selon qu'on se situe d'un côté, de l'autre, ou encore d'un autre côté. Donc, avec la Chine a des objectifs, la Russie en a, parfois ils concordent entre eux, parfois pas forcément sur certains points. L'Europe a une vision, les États-Unis en ont une, mais sur l'approche de la liberté d'expression, on a parfois des approches différentes aussi qui peuvent survenir. C'est toute la complexité d'arriver à un texte commun. Quand vous négociez à 27 au niveau européen, parfois il faut déjà travailler beaucoup pour arriver à un consensus. Et quand même, l'Union européenne reste un exemple d'intégration qui est quand même les plus aboutis au niveau mondial. Quand vous arrivez au niveau de la Convention de Budapest, il y a 65 représentants autour de la table. C'est sportif, hein, parfois. Mais il y a des cultures, des schémas culturels d'approche qui vont être communs, qui vont faire qu'on va arriver à la fin à un texte qui est cohérent, ce qui est le cas du protocole additionnel. C'est une série de mesures qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc, on arrive à quelque chose et qui va aider véritablement les enquêteurs. Après, à l'échelle des Nations Unies, le challenge sera pas le même. L'objectif, de mon point de vue, c'est vraiment d'avoir une base de départ de coopération, mais ça, je pense qu'on pourra en rediscuter. Oui, en effet, et à cet égard, effectivement. Donc, il y a énormément de divergences sur les crimes. Est-ce qu'on pourrait essayer, mais on a des besoins de coopération internationale. Est-ce que l'on pourrait imaginer de développer des coopérations au titre de cette Convention des Nations Unies sur des crimes qui ne seraient pas définis par cette Convention, si vous voulez, un petit peu peut-être à l'instar de ce qu'on peut trouver dans le protocole 2 ou la Convention de Budapest. Et quels seraient, selon vous, les types de coopération les plus appropriés dans le cadre d'une convention des Nations Unies? Donc on sait que le protocole 2 est très très efficace, ou risque d'être très efficace, devrait être très efficace, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui est imaginable dans le cadre d'une convention des Nations Unies? Donc quels seraient les types de coopération pour quel type de crimes qui seraient selon vous les plus efficaces et les plus appropriés? Alors, étendre un traité à un ensemble plus vaste d'infractions, ma première réaction sera de vous dire que il y a toujours la tentation, en effet, et en tant qu'enquêteur, c'est notre souhait, notre besoin. Nous voulons des outils qui nous servent véritablement à accéder à l'information, à échanger l'information. Après, dès le moment où on va étendre le champ, étendre les possibilités, le phénomène d'expérience, le phénomène qui va se passer en négociation, c'est qu'on va multiplier les sauvegardes. Donc il y aura un équilibre qui va se créer petit à petit entre on vous donne ça, mais en échange, on exige que vous avisez telle autorité, on exige que ce soit sous telle condition. Donc ce que je vois, moi, de mon siège d'enquêteur, c'est que arriver à des champs beaucoup plus vastes, ce sera peut-être possible dans les temps à venir en termes de négociation, mais encore une fois, je ne suis pas le négociateur moi-même. Je pense que si on y parvient, il y aura un arsenal de sauvegarde qui risque d'être assez corseté. Et en termes d'investigation numérique, je vais un peu prendre une minute pour évoquer cela. On a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de textes qui existent. Bah zut, alors l'investigateur, il a des textes numériques qui existent, pourquoi il n'y arrive pas? Quand parfois un texte a beaucoup de sauvegardes, la capacité au final est très amoindrie. Donc c'est là où il faut faire attention. J'ai le souvenir d'un fichier qui a été créé dans d'autres circonstances qui, pour pouvoir être consulté, nécessitait 5 conditions préalables. Et au bout de 2 ans, les autorités se sont rendues compte, ah bah zut, alors personne ne le consulte. Bah non, parce qu'il fallait remplir les 5 conditions, qui dans la pratique arrivaient très rarement. Donc attention à ne pas vouloir créer des textes qui soient trop compliqués, trop difficiles de mise en œuvre, car au final, quel sera l'impact? Voilà, c'est un peu un questionnement que je formulerai.
Oui, alors effectivement, il y a un équilibre à trouver entre la nécessité de l'efficacité de l'enquête et puis des nécessités, des garanties procédurales. Et, et en effet, quand on ne se fait pas confiance, on peut imaginer que l'on va essayer d'augmenter ces garanties procédurales dans le cadre de l'enquête, au prix, évidemment, de l'efficacité de l'enquête. À cet égard, effectivement, et ça, un certain nombre de pays ont déjà souligné ce point, et avec le risque quand même, et on voit que la confiance ne règne pas entre les États, où certains États sont accusés de vouloir affaiblir certaines garanties procédurales, et notamment en matière de protection des données personnelles et des libertés fondamentales. À cet égard, notamment, on sait que dans le projet de Convention des Nations Unies, on a un article qui est très important, qui prévoit que les pouvoirs de police et d'enquête respectent certaines garanties en matière de droits de l'homme, en matière de respect des principes de proportionnalité, de nécessité, de légalité, mais aussi de protection de la vie privée et des données personnelles. Néanmoins, et ça c'est vraiment voulu, comme on peut l'imaginer par les États européens, cet article. Néanmoins, on a d'autres pays comme la Malaisie, Singapour, le Pakistan, la Russie, qui ont quasiment proposé la suppression totale de cet article. Et d'autres pays ont dit que même si cet article était fondamental, il fallait supprimer les références aux principes de proportionnalité, de nécessité, de légalité, mais aussi les références à la protection de la vie privée et des données personnelles. Donc ici, on voit que les tensions sont immenses. Est-ce que, si vous voulez, il n'y a pas là une ligne rouge pour les pays occidentaux, les pays membres de la Convention de Budapest? Est-ce qu'on peut imaginer une Convention des Nations Unies être adoptée sans inclure ces garanties de base? Alors, encore une fois, je ne suis pas cyberdiplomate. Toutefois, je serais assez surpris que un texte polémique soit adopté en tant que tel. Parce que on est encore une fois sur une question de souveraineté très forte. Les pays ne donneront pas accès à leurs informations de manière ouverte, comme ça, automatisée, aveugle. Ça paraît quand même assez surprenant. Le grand risque pour ce processus du traité des Nations Unies, c'est véritablement d'arriver à une situation où un groupe d'États claque la porte en disant « bon ben non, ça ne nous convient pas, on ne signera pas ». Donc voilà, là, je pense que tout le monde serait perdant. Et peut-être certains pays qui ont intérêt véritablement à ce traité. Donc on peut espérer, je dirais, une approche un peu plus consensuelle sur ce point. On est en pleine négociation, donc qui dit négociation dit un certain... Bon, il y a toute une partie de poker qui se joue sur les lignes, quelles sont les véritables lignes de négociation des uns ou des autres, c'est tout l'enjeu. Mais j'imagine mal que par un traité Nations Unies, on force certains États à libérer leur accès aux informations. Oui. Alors, effectivement, pour revenir quand même à ces questions de preuves et d'accès aux preuves dont vous avez parlé tout à l'heure, pour pouvoir accéder à ces preuves électroniques, il faut encore pouvoir les conserver, les détenir. Certains pays, pendant ces négociations, ont proposé donc une disposition qui obligerait les États à adopter des mesures législatives obligeant les fournisseurs de services sur leur territoire à conserver toutes les données de trafic et de contenu. C'est un enjeu, j'imagine, immense pour les services d'enquête que de pouvoir accéder à ces données de trafic et de contenu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de telles propositions? Alors, en termes de stockage, en termes de... très, très clairement, la conservation des données, alors au sens européen, on va parler de la conservation des données, d'identification et de trafic. Donc, c'est un enjeu très clair en termes d'enquête. Là, je peux vous en parler, j'ai travaillé dessus pendant des années. Ces données donc d'identification de compte, ces données d'identification donc de trafic de connexion vont nous permettre véritablement de retracer, je dirais, les relations entre un réseau criminel, un réseau terroriste
L'idée, c'est de garder pendant... Alors en France, ça dure 1 an. La France a la chance d'avoir cette législation qui lui permet de conserver ces données pendant 1 an. Pendant 1 an, dès qu'on aura identifié une infraction, on va pouvoir consulter, requérir un opérateur pour avoir ces données d'identification, de données abonnées et données de trafic. C'est essentiel pour nous car ça va nous permettre de retracer l'attaque, de retracer les relations entre les criminels, d'identifier des victimes également. Donc c'est un enjeu global au niveau européen, c'est un enjeu global bien sûr au niveau mondial. Alors stockage de données de contenu au niveau mondial, je reste un peu plus sceptique sur cet objectif, sachant que si on se met à stocker, à conserver des contenus, ça risque techniquement d'être assez compliqué. Si on arrive déjà à conserver les données de trafic, de connexion, cela sera un atout en termes d'enquête, très clairement. Il faut savoir que, alors la question est souvent bien posée, pourquoi doit-on conserver ces données pendant 6 mois, 1 an, voire plus dans certains États? En tant qu'enquêteur, vous ne savez pas quelles données vont être utiles à l'avance. On n'est pas dans un film hollywoodien où on va anticiper les choses. Très clairement, on va découvrir des infractions à retard. Si vous avez ce qu'on appelle les APT en matière de cybercriminalité, donc des pirates vont prendre le contrôle de votre système, ils vont pénétrer votre système, ils vont installer un malware, un spyware, qui va dormir pendant des mois. Le jour où vous allez vous en rendre compte, ce sera a posteriori bien sûr, mais seulement si plusieurs mois se sont écoulés. Vous imaginez ce que j'évoquais tout à l'heure, les réquisitions qu'on envoie aux entreprises, ça va partir a posteriori. Et on a ce décalage temporel qui va avoir lieu et qui va impacter l'enquête. Donc, on ne connaît pas les infractions à l'avance, on ne les identifie pas à l'avance. Parfois, on va identifier un besoin d'identification parce qu'on aura fait une recherche ADN, on aura identifié une nouvelle piste, parce qu'on aura fait une recherche fichier avec une nouvelle information. Tout ça fait qu'il y a un décalage. Parfois, dans le cas d'une découverte cadavre, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas toujours récents. Donc, on commencera l'enquête a posteriori. La conservation des données au niveau européen, il y a actuellement un débat politique depuis des années, mais c'est une nécessité opérationnelle très claire pour nos services. Alors, c'est sans doute une nécessité opérationnelle que l'on comprend bien. Néanmoins, et comme vous l'avez bien soulevé, ça soulève aussi des enjeux importants en matière de droits de l'homme et de confiance en ce qui concerne notamment la protection des données personnelles. Mais par ailleurs, il y a aussi des enjeux techniques, sans doute extrêmement importants. Et ce que l'on voit dans ces négociations, c'est que nous avons quand même beaucoup de pays qui disent qu'ils n'ont pas les capacités techniques, peut-être, pour remplir toute une série d'obligations qui seraient sans doute nécessaires dans les enquêtes. Est-ce que finalement, l'un des grands enjeux de cette Convention des Nations Unies ne serait pas de permettre à toute une série d'États qui, pour l'instant, ne sont pas en mesure de lutter efficacement contre la cybercriminalité, d'être pourvus, et donc qu'il y ait des échanges internationaux d'assistance technique à cet égard? Et finalement, qu'est-ce que l'on pourrait attendre de ce point de vue-là de cette Convention des Nations Unies? C'est en effet un champ sur lequel on peut attendre véritablement des progrès d'une décision, d'un processus au niveau des Nations Unies. C'est un champ qui va être consensuel. Tout le monde est d'accord pour renforcer les capacités des uns et des autres en termes de coopération internationale en cybercriminalité. J'ai travaillé pendant longtemps au niveau de la police française. Je travaillais en contact avec le Conseil de l'Europe qui a des programmes de coopération, d'équipement qui, en termes d'expertise, qui sont très avancés, qui sont très cohérents, encore une fois, où on arrive dans un pays, où on évalue la situation et on va fournir de l'expertise, des formations, c'est essentiel, aux pays concernés, aux acteurs locaux. Actuellement, dans le cyber, le gros enjeu, c'est l'expertise. Alors, c'est très clair. On a besoin, alors c'est d'autant plus clair en termes d'enquête, on a besoin d'experts forensiques qui vont analyser les contenus. Si vous ne pouvez pas analyser les contenus, vous ne faites pas d'enquête digitale, c'est très clair. On a besoin d'experts en crypto-monnaie. Le retraçage des crypto-monnaies, c'est essentiel pour nous. C'est un phénomène relativement récent, mais on
tous les pays actuellement, tous les services, dans la plupart des pays, recherchent de tels experts. C'est une expertise très rare. On a besoin de développer ces capacités. Alors, quels sont les acteurs actuellement? Vous avez le Conseil de l'Europe, l'ONUDC dispose de capacités de formation, qui sont, que je connais un peu moins. J'ai parfois été en contact avec eux, mais ils sont un peu plus ciblés sur certains pays. Donc, là-dessus, l'ONU, très clairement, pourrait arriver, je pense, facilement à un accord visant à renforcer ses capacités dans ces pays. Si vous aidez l'enquêteur qui se situe dans un pays partenaire, il va pouvoir répondre à vos requêtes. C'est tout aussi simple que ça. On a des besoins, notamment dans nos pays. On envoie nos commissions rogatoires, nos demandes d'entraide. Ces demandes arrivent dans les pays concernés. Si les pays n'ont pas l'expertise pour les traiter, la demande sera lettre morte, très clairement. C'est aussi un besoin en termes d'équipement d'outils forensiques, d'équipement en termes d'outils de déchiffrement. Alors, il n'y a pas de solution unique en termes de déchiffrement, hein, je vous le dis tout de suite. S'il y avait une solution miracle, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Il y a une panoplie d'outils qui permettent parfois de solutionner des cas. Bon, on y travaille fortement. Toutefois, voilà, il y a un besoin de faire converger les synergies le plus possible, et ça se construit petit à petit. On résout tel type de situation par tel type de situation. C'est tout l'enjeu, toute la difficulté de la coopération internationale. Et donc, si je comprends bien, il faudrait peut-être commencer aussi peut-être par le début, c'est-à-dire que la Convention impose aux États d'identifier des points de contact Alors, les points de contact nationaux, c'est un réseau qui est, en termes de coopération internationale, qui est crucial. Il y a plusieurs réseaux qui existent actuellement entre les services d'enquête pour échanger de l'information. Il y a les réseaux de la Convention de Budapest, les réseaux du G7, les réseaux d'Interpol, le réseau d'Europol au niveau européen et avec certains partenaires privilégiés. Donc, ces réseaux existent. Toutefois, il y a probablement un effort à faire en termes de partage de bonnes pratiques. Par exemple, la bonne pratique, c'est d'avoir ce point de contact international cyber au sein d'un service de lutte contre la cybercriminalité de manière permanente. Car quand vous recevez une requête, vous allez pouvoir la traiter, vous allez pouvoir la fournir à des experts qui vont l'appréhender, qui vont l'évaluer et qui vont pouvoir lui donner la suite adaptée. Quand vous recevez une demande d'information concernant un partenaire privé, vous allez pouvoir la traiter plus efficacement. Si le point de contact international n'est pas bien structuré dans un pays, c'est un maillon de la chaîne qui va être défaillant. Il y a un véritable effort à apporter, notamment au niveau de l'ONU, probablement à ce niveau-là, pour faire en sorte que ces demandes de préservation des données, de coopération, d'accès à l'information, puissent être traitées le mieux possible. Là, véritablement, il y a probablement un domaine où l'ONU peut apporter quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Kessler. Peut-être que nous terminons sur ces mots positifs en espérant que la prochaine session de Vienne aura du succès, en tout cas sur ces mécanismes d'assistance technique. Oui, alors je précise que pour ma part, justement, je prendrai non pas le train, mais l'avion. Et je me rendrai à Vienne la semaine prochaine. Donc, Europol organisera un événement dans le cadre de cette session à Vienne, à l'ONUDC, où nous présenterons notre savoir-faire, notre organisation en termes d'équipement, de capacity building, de formation. Qu'est-ce qui existe au niveau européen? Comment nous sommes organisés? Quelles sont nos bonnes pratiques? On en a très brièvement. Je vous dirais que l'agence a cette expérience depuis maintenant 10 ans d'organiser, de supporter cette coopération internationale, cette coopération européenne, mais avec une grosse dimension internationale. Donc, avec nos partenaires nationaux, on a des groupes de coopération opérationnels qui sont très solides. Le GCAT, le Joint Cybercrime Action Task Force, comporte 23 officiers de liaison qui sont des experts cyber en matière d'investigation numérique, qui travaillent au quotidien pour soutenir les enquêtes.
Nous avons un laboratoire forensique à Europol avec une plateforme de déchiffrement. On a soutenu les enquêtes majeures de ces dernières années, que ce soit Encrochat, Sky ECC, on a été derrière, au bénéfice des États membres. On a soutenu, pas plus tard que lundi, le démantèlement de Genesis Market, qui était une plateforme de revente de données compromises provenant d'1,5 million d'ordinateurs. On a procédé à 120 interpellations, on a fait 200 perquisitions dans les jours qui viennent de s'écouler. On a démantelé certaines capacités criminelles, VPN Lab qui produisait qui fournissait des capacités d'anonymisation aussi aux criminels. On travaille sur les rançons logiciels. On fait un gros effort sur les rançons logiciels actuellement pour coordonner les enquêtes avec des résultats. La cybercriminalité, c'est difficile. Ça donne des résultats quand on peut y mettre les moyens. Donc ça, c'est véritablement le message que je souhaiterais vous communiquer. Et pour ma part, j'aurai le plaisir d'être à Vienne la semaine prochaine. Merci Emmanuel, participant moi-même aussi aux négociations en tant qu'observateur pour le Cross-Border Data Forum. En effet, Europol est extrêmement attendu dans ces négociations pour transmettre aussi aux États toutes ces bonnes pratiques, ces connaissances dont ils ont vraiment besoin. Donc nous serons très heureux, je serai très heureuse de vous retrouver à Vienne la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous avons encore un peu de temps si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un micro à faire circuler pour les questions, ou sinon, si vous voulez vous lever et poser à voix haute votre question. Je vois que la personne avec le micro n'est pas là, mais je vous en prie. Alors, vous soulevez une question qui est en effet considérée depuis des années par les instances internationales. En effet, c'est cette question de la cyberguerre, la cyberdéfense. Au niveau du traité des Nations Unies, je ne le connais pas suffisamment pour vous répondre. Je peux vous dire que ce sont des sujets qui sont évoqués au niveau international depuis plusieurs années. Au niveau européen, c'est une question qui a été posée depuis longtemps. Il y a un groupe au niveau européen, un groupe du Conseil qui travaille sur ces questions de cyberdiplomatie. L'objectif est vraiment, notamment au niveau européen, d'apporter un peu des garde-fous par rapport à ce que pourrait être une guerre cyber. Pour l'instant, en Ukraine, nous voyons des attaques réciproques de différents groupes. Des groupes, je dirais, privés, para tout ce qu'on veut, qui luttent, qui sont pris dans cet engrenage avec une forte attaque depuis la Russie. L'Ukraine a résisté plutôt bien de ce qu'on en sait sur sa résistance. La question, c'est celle du dérapage et que ça devienne incontrôlable, en effet. Alors, c'est soulevé en permanence au niveau... le problème est bien identifié au niveau international. Jusqu'à présent, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait vu de dérapage au-delà des il y a deux belligérants, très clairement. S'il y a un dérapage, je pense que ce sera... personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un dérapage. C'est mon avis personnel que je vais vous livrer. Donc, autant les acteurs, les différentes parties en présence, je pense, je suppose, je l'espère,
sont bien conscients qu'un dérapage dans le monde numérique entraînerait des dégâts incalculables. Et avec des dégâts incalculables, on n'est plus dans le même niveau de belligérance. Donc, c'est identifié. Et on n'a pas eu, depuis le début du conflit, on n'a pas vu une nouvelle vague de NotPetya ou WannaCry, très clairement. Souhaitons qu'on en reste là. Oui. Oui, alors pour revenir en effet, il a été très clair pour les États membres que la Convention des Nations Unies que l'on négocie actuellement serait vraiment une convention sur la cybercriminalité, que ce n'était pas une convention de cybersécurité, et que donc on excluait l'activité des États. Donc toutes les questions relatives au droit de la guerre, droit des conflits, utilisation de moyens cyber dans le cadre d'un conflit, pour le déclenchement d'un conflit, ont été mis évidemment de côté dans le cadre de ces négociations. Néanmoins, comme vous le soulevez bien, Emmanuel Kessler, on a aussi des zones grises, c'est-à-dire que même en dehors de tout conflit armé du type Ukraine, si vous voulez, on voit des États qui aujourd'hui entretiennent des liens plus ou moins lâches avec des groupes criminels qui agissent plus ou moins pour le compte de ces États. Et là, on arrive un petit peu dans ces zones grises où on ne sait pas très bien est-ce que c'est de la cybersécurité ou de la cybercriminalité. Si vous voulez, en termes de cyberespionnage, vous pouvez sous-traiter. Hein. Voilà, si vous avez des relations avec un groupe criminel, vous l'envoyez sur certaines enquêtes qu'on avait suivies dans mes fonctions antérieures. Un groupe criminel tapait des objectifs crapuleux, financiers, et puis parfois, curieusement, se mettait à cibler un centre de recherche. Bon, je ne vois pas trop l'argent qu'on pouvait faire là-dedans, mais voilà, curieusement. Oui, en effet, ce sont toute une série de questions que l'on se pose, notamment par exemple sur les rançongiciels qui sont développés contre des hôpitaux. On peut parfois se dire ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le rançongiciel peut être alors, on peut, le principe contre un hôpital, par exemple, ça pourra être de mettre le couteau sous la gorge, parce que soit vous payez, soit vous allez avoir des morts sur les bras. Après, l'attaque qu'il y avait eu en Allemagne, qui avait causé un mort, je crois, il y a 1 ou 2 ans, ils avaient fini par donner les clés d'eux-mêmes, parce qu'ils se rendaient compte que ça les dépassait un peu. Mais on a cette recrudescence des attaques contre le secteur de santé, très clairement. Oui, oui. Mais le rançongiciel, c'est aussi une arme, parce que vous pouvez impacter beaucoup d'entreprises, vous pouvez casser énormément de choses, vous pouvez attaquer les administrations. Après, il y a une évolution sur le rançongiciel, c'est que maintenant, certains attaquants ne cryptent plus, ils volent les données et ils font du chantage. Si vous ne payez pas, on va communiquer vos données sur le dark web ou au plus offrant. Et puis, on voit aussi que certains États utilisent ou se cachent derrière des attaques apparemment de rançongiciel pour conduire des attaques. Je pense que c'était le cas de NotPetya, par exemple. Alors, certains États peuvent utiliser en effet ce type d'attaque par procuration. C'est une façon d'attaquer. On identifie plus ou moins quand même quel est l'État qui est derrière. Mais officiellement, ça permet une marge de manœuvre au niveau international. Donc oui, c'est un jeu maintenant. C'est un jeu. Bon, il y a une volonté d'essayer d'apporter un minimum de règles, d'éviter que ce ne soit pas le Far West, mais sans construction. Oui. Oui. Alors, cet accès aux données des entreprises concerne une grosse majorité des demandes d'informations qui sont adressées. C'est accès direct, je parle,
Un enquêteur va adresser une réquisition à une entreprise. Merci, vous êtes prié de nous donner cette donnée d'identification. Alors quand c'est au niveau national, ça se passe rapidement, parce que bon, c'est une réquisition judiciaire classique. On envoie ça, on a la réponse, la plupart du temps. Après, on est dans un domaine, en effet, où quand on va s'adresser à une entreprise à l'étranger, ce qui arrive souvent, Google n'est pas installé en France, Uber n'est pas installé en France, beaucoup d'entreprises ne sont pas installées en France. La France est un gros pays de stockage de données. On ne le soupçonne peut-être pas, mais on a des acteurs majeurs du domaine comme OVH qui stockent énormément de choses. Mais on a de facto le secteur privé contient les données. Alors ça se passe parfois bien, très bien. Parfois il y a une réflexion sur des approches plus obligatoires, je dirais, de coopération. Au niveau européen, ça va se faire avec e-evidence. Avec les acteurs américains, donc ça va se faire au travers du protocole additionnel. Il y aura probablement, je ne suis pas négociateur, mais bon, des discussions qui vont se prolonger peut-être au niveau de la Commission européenne et des États-Unis dans un futur, pour voir comment on peut aller encore plus loin, comment on peut progresser sur cette coopération. Mais voilà, tant que les données ne sont pas relocalisées sur votre territoire, vous êtes en discussion, négociation avec ces acteurs étrangers. C'est un processus qui repose à la fois sur de la confiance, à la fois parfois sur du réglementaire, qui se fait au coup par coup. De la part de l'enquêteur, son rêve, c'est j'appuie sur le bouton, j'ai la réponse, parce que, encore une fois, je travaille sous le coup de la justice, je suis légitime, pourquoi n'ai-je pas cette réponse? Là, très clairement, c'est une question que mes collègues ont. Après, voilà, on est sur ce schéma d'organisation politique, et le processus est toujours en cours. Merci, Emmanuel. Oui. Alors, au niveau de e-evidence, si on est en France, il y a une différence de garantie procédurale, hein, très clairement. La donnée d'identification, c'est la plus facile. C'est Monsieur Martin et le propriétaire de telle adresse IP. C'est assez faiblement impactant sur les libertés fondamentales. En ce qui concerne la donnée de trafic, c'est à mi-chemin. C'est Monsieur Martin a appelé Madame Machin tel jour, telle heure, et il était localisé là, elle était localisée là. Mais ce n'est pas le contenu. Le contenu, on est vraiment sur le cœur de la problématique de liberté fondamentale. À chaque fois, il y a une degré de sauvegarde qui ne sera pas le même, hein, très, très clairement. Après, de part de e-evidence, les entreprises étrangères seront obligées d'être représentées dans l'Union européenne. Ça va faciliter aussi les choses. Auparavant, une entreprise aux Pays-Bas recevait une réquisition judiciaire. Elle n'était pas tenue d'y déférer. Elle répondait « Envoyez-moi une série » et je ne répondrai pas. Ou aux Pays-Bas, ça peut être ailleurs aussi, hein, je dirais. Mais enfin, j'ai eu le cas une fois comme ça, avec les Pays-Bas, sur un service français. Ça peut être un peu partout. On est vraiment, d'une entreprise à une autre, on avait une différence de comportement. Avec e-evidence, ça va être beaucoup plus facile pour l'enquêteur d'avoir une réponse. Donc, il y aura moins d'échappatoires. Mais avec le protocole additionnel, au final, on va resserrer un peu les mailles du filet, si je puis dire, sur les plus récalcitrants, sur les entreprises qui jouaient moins le jeu. Mais après, ça reste un processus compliqué. Il n'y a pas de solution presse-bouton où à chaque fois, on va avoir la réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup, Emmanuel Kessler, d'avoir participé Merci. à cette présentation et merci à tout le monde. Bonne journée. Merci.